Au sommaire de ce journal, en Iran, première exécution de manifestants impliqués dans la contestation. Il s'agit d'un jeune homme impliqué dans les manifestations qui ébranlent le pays et depuis la mort à la mi-septembre de Mahsa Amini. États-Unis échange prisonniers entre les USA et la Russie. La basketteuse américaine Brittney Griner et le fameux trafiquant d'armes russe Viktor Bout ont tous les deux été relâchés. Résilience économique de l'Afrique, la CEA plaide pour l'industrialisation des États pour renforcer la résilience économique. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a insisté sur la nécessité de miser sur l'industrialisation. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité au Moyen-Orient, les protestations s'élèvent d'un peu partout dans le monde pour condamner l'exécution hier jeudi d'un jeune homme impliqué dans les manifestations et qui ébranle le pays depuis la mort à la mi-septembre de Mahsa Amini. Cette exécution, craignent les organisations de défense des droits de l'homme, ne devrait être qu'une première sur une liste d'exécutions programmées. L'Iran a exécuté le premier prisonnier condamné pour un crime présumé lié aux manifestations en cours ce jeudi. Mohsen Shekhari était accusé d'avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran fin septembre dernier lors des troubles qui secouent depuis près de 3 mois le pays. Au total, 11 personnes risquent le même sort pour leur participation aux manifestations. Malgré cette répression, des milliers d'arrestations et plus de 300 morts, les manifestations contre le régime iranien se poursuivent. Mercredi, les protestataires ont rempli les campus universitaires, les rues et les entreprises à travers le pays ont été fermées, alors que les Iraniens célébraient la journée des étudiants. Journée qui commémore le meurtre en 1953 de 3 étudiants universitaires par les forces de police du Shah. Certaines organisations de jeunesse ont appelé à transformer cette journée en une journée de terreur pour l'État. Sur ces images, des étudiants de l'université Ferdowsi de Mashhad ont scandé « Si une personne est tuée, 1 millier de personnes seront derrière lui ». Des étudiants qui auraient été dispersés par les forces de sécurité. Dans le même temps, le président iranien s'est rendu à l'université de Téhéran, un des centres de contestation, pour prononcer un discours devant un parterre d'étudiants, visiblement choisis sur le volet. Ils pensent que l'Iran est comme les autres pays qui pourraient céder aux émeutiers. Ici, nous avons des hommes et des femmes éduqués. Non, les étudiants iraniens ne laisseront pas les manifestants faire ce qu'ils veulent. Les jeunes Iraniens sont à la tête de cette vague de contestation en cours depuis la mort en détention le 16 septembre dernier de Mahsa Amini, une jeune femme d'origine kurde de 22 ans, arrêtée 3 jours auparavant par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire imposé aux femmes en Iran. Washington et Moscou ont procédé hier mercredi à un échange de prisonniers. La basketteuse américaine Brittney Griner est condamnée à 9 ans de prison de drogue et Viktor Bout, le fameux trafiquant d'armes russe qui subissait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis, ont tous les deux été relâchés. Les précisions dans ce reportage. Détenue depuis 9 mois en Russie, la joueuse de basket américaine Brittney Griner est de retour aux États-Unis. Un accord entre Washington et Moscou a été conclu sur un échange de prisonniers. Brittney Griner avait été arrêtée en février dans la capitale russe en possession d'une vapoteuse contenant un liquide à base de cannabis, ce qui lui avait valu une condamnation à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Le président américain Joe Biden a confirmé sa libération. Elle est en sécurité, dit-il. Elle est dans un avion, elle est sur le chemin du retour après des mois de détention injuste en Russie dans des circonstances intolérables. Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches et elle aurait dû être là depuis longtemps. En échange, la Russie a obtenu le retour de Viktor Bout, un marchand d'armes qui purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. L'échange a eu lieu dans un aéroport d'Abu Dhabi, précisent les autorités russes. La Russie qui par ailleurs détient toujours un Américain, Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans de prison pour espionnage. Et en Allemagne, l'enquête sur le projet de coup d'État fomenté par des militants d'extrême droite progresse. Les autorités annoncent désormais une 50aine d'arrestations de membres ou partisans de ce réseau soupçonné de vouloir restaurer le Deuxième Reich. Reportage. En Allemagne, l'enquête sur le projet d'attentat contre le Parlement pourrait déboucher sur d'autres arrestations. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur plusieurs armes, allant de l'arbalète au fusil, qui confirment selon la police le caractère dangereux de ce groupuscule complotiste dont les contours restent à éclaircir.
Aujourd'hui, 54 personnes sont dans un statut d'accusé, c'est-à-dire que la police et le procureur général en particulier supposent qu'elles sont membres ou partisans de cette organisation terroriste. 2 suspects supplémentaires ont été ajoutés hier à cette liste et nous avons identifié d'autres personnes dont nous ne savons pas encore exactement quel est le statut par rapport à ce groupe. Il se pourrait bien que ce nombre augmente encore. Les suspects liés à la mouvance extrémiste Les Citoyens du Reich projetaient de renverser les institutions démocratiques allemandes. La justice les soupçonne d'avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag. 6 mois après leur demande d'adhésion à l'OTAN, la Suède et la Finlande pourraient de façon imminente rejoindre de façon effective l'Alliance. Selon le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, les exigences formulées par Ankara et Stockholm ont été satisfaites. Plus de détails avec nos confrères d'Euronews. La Finlande et la Suède ont appelé ce jeudi la Turquie à donner son feu vert à leur accession à l'OTAN, estimant avoir satisfait les demandes d'Ankara. Pour Washington, ce n'est qu'une question de temps. En ce qui concerne l'adhésion de nouveaux membres, en l'occurrence la Finlande et la Suède, le processus n'a jamais été aussi rapide. Les 30 alliés ont déjà signé le protocole d'adhésion et 28 des 30 l'ont ratifié. Nous travaillons actuellement pour obtenir les ratifications supplémentaires, celles de la Turquie et la Hongrie. Et sur la base des informations dont je dispose, je suis convaincu que nous pourrons bientôt appeler ces 2 pays officiellement nos alliés. Ankara bloque l'élargissement de l'OTAN en réclamant l'extradition de plusieurs ressortissants kurdes de Turquie qui se sont exilés ou réfugiés en Suède et en Finlande. Ces personnes sont accusées d'être membres du PKK, organisation considérée comme terroriste par Ankara et l'Union européenne. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède avaient présenté en mai une candidature commune en vue d'intégrer l'Alliance atlantique. Des nouvelles à présent de la crise politique au Pérou au lendemain de sa destitution par le Parlement. L'ex-président Pedro Castillo a officiellement demandé l'asile au Mexique. Dans la capitale Lima, ses partisans crient au complot. On regarde. Les partisans de Pedro Castillo ne décolèrent pas. Ils sont quelques dizaines rassemblés devant ce commissariat de Lima où le président destitué est détenu depuis jeudi. Il est poursuivi pour rébellion et conspiration, mais ses soutiens assurent que Pedro Castillo est victime d'une cabale politique. Ils cherchent tous les prétextes pour condamner Pedro Castillo. Ils veulent lui faire ce qu'ils ont fait aux autres présidents, l'emprisonner pendant de longues années. Le fait de l'incarcérer ainsi, c'est juste une vengeance. Castillo est innocent. Nous nous opposons à sa détention et nous exigeons qu'il soit libéré. Dans leur viseur, Dina Boluarte, la vice-présidente péruvienne qui assure l'intérim à la tête du pays, elle est désormais chargée de former un gouvernement d'union nationale. Vous avez tous été témoins de la tentative de coup d'État fomentée par Pedro Castillo, qui n'a pas reçu l'appui des institutions démocratiques et du peuple. Le Congrès, comme le prévoit la Constitution, a pris la décision de me confier la présidence et il est de mon devoir d'agir en conséquence. Tout s'est accéléré mercredi, lorsque, dans une annonce solennelle à la nation, Pedro Castillo décide de dissoudre le Parlement aux mains de l'opposition. Son objectif est alors de contrer le vote d'une motion visant à le destituer, la 3e depuis son arrivée au pouvoir il y a 1 an et demi. Pedro Castillo a été poussé vers la sortie pour incapacité morale. Il est également visé par 6 enquêtes pour corruption et trafic d'influence. Depuis son lieu de détention, le président déchu a fait une demande officielle d'asile au Mexique. Aux États-Unis, Jalen Smith, cet Afro-Américain en passe d'être le plus jeune maire de l'histoire des USA. Il n'a que 18 ans et il vient à peine de décrocher son diplôme d'études secondaires. Après sa victoire au second tour de l'élection municipale ce mercredi, Jalen Smith devrait très logiquement devenir le plus jeune maire de l'histoire des États-Unis à la tête de Earl, une municipalité de 1800 âmes dans l'Arkansas. Des détails dans cet élément.
Jalen Smith est un noir américain de 18 ans qui est en passe de devenir le plus jeune maire de l'histoire des États-Unis. Démocrate, il a été élu maire de Earl, une ville de 1831 habitants, au second tour des élections mardi, en battant son adversaire Nemi Matthews, le directeur des rues et de l'assainissement de la ville, par 235 voix contre 185, selon des résultats non encore officiels. Une fois installé, il promet de se focaliser sur l'amélioration des transports et de la sécurité. Résilience économique de l'Afrique, la CEA plaide pour l'industrialisation des États. Le constat est patent. Depuis l'éclatement du conflit en Ukraine, aggravé par la hausse des prix sur le marché international, plusieurs économies africaines se retrouvent fragilisées. Pour renforcer la résilience économique des États, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a insisté sur la nécessité de miser sur l'industrialisation. On écoute ici l'avis de Jean-Luc Namagabé, responsable Afrique centrale de la CEA. La crise de Covid-19 et le conflit russo-ukrainien ont mis à jour la vulnérabilité des économies africaines adossées aux importations. Même si certaines de ces économies affichent de bons points, les économies africaines demeurent fragiles à cause notamment d'un manque de structures de transformation locale. Et la diversification économique permet de nous isoler des chocs exogènes. On n'a pas de choix, il faut diversifier. Et pour nous, diversifier signifie augmenter la part des produits manufacturiers dans le PIB des pays de l'Afrique centrale. Et cela passe par l'industrialisation. Il faut industrialiser. Et industrialiser, avec les moyens et les dotations que nous avons, c'est donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. Là, c'est l'axe stratégique. Nous voulons que les pays donnent de la valeur ajoutée, transforment localement leurs matières premières, afin que nous puissions passer des premières phases de la chaîne de valeur à des phases plus élevées et granger beaucoup plus de nos dotations en matière première. Le déficit persistant d'industrialisation entrave les économies africaines qui restent largement tributaires de l'agriculture et de l'exportation de matières premières. Lors de la 8e édition de l'African CEO Forum, ouvert le 13 juin 2022 à Abidjan, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, avait identifié les points à même de contribuer à la croissance des économies africaines. Il s'agit notamment de l'import-substitution qui devrait favoriser la création d'emplois, du développement de points de transformation de matières premières, mais surtout la diversification industrielle qui crée des chaînes de valeur et l'éclosion de champions nationaux dans les domaines tels que l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie et l'industrie. Une sous-région qui dépend que de l'exportation des produits de base, des matières premières, est une sous-région vulnérable. Vulnérable dans la mesure où les coûts des matières premières, nous ne les maîtrisons pas. Vulnérable dans la mesure où le commerce des matières premières n'a pas propulsé le développement industriel de nos pays. Et lorsqu'on ne s'industrialise pas, on ne crée pas des emplois de qualité. Pour une population majoritairement jeune, nous sommes en train de rater un rendez-vous d'emplois décents pour la majorité d'entre nous. Selon les experts, l'Afrique doit poser comme socle son potentiel agricole, touristique et minier, tout en misant sur l'exploitation locale et le transformer en avantage concurrentiel, notamment au niveau du secteur industriel et manufacturier, pour mettre en place une croissance forte, résiliente et durable. Toujours en économie, le gouvernement de transition au Burkina a accordé un nouveau permis à la société russe Nordgold pour l'exploitation d'une mine d'or. À fin septembre, la jeune putschiste à Ouagadougou avait clairement exprimé sa volonté de mieux diversifier les partenariats stratégiques du pays. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a décidé d'octroyer le permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordgold. Cette décision s'inscrit dans une volonté des militaires au pouvoir depuis le coup d'État de janvier 2022 de diversifier les partenaires du pays. Prévu pour une durée de 4 ans, ce permis d'exploitation sur le site de Yimougrou, région du centre-nord du Burkina Faso, couvre une superficie de 31,44 km² et permettra une production totale estimée à 2,53 tonnes d'or, selon le gouvernement. La contribution directe de cette production au budget de l'État est estimée à 5,3 milliards de francs CFA, soit 8,1 millions d'euros, et 648 millions de francs CFA au profit du Fonds minier de développement local. Le groupe russe Nordgold exploite déjà 3 gisements dans le nord du pays. Avec environ 70 tonnes par an et 17 mines industrielles, la production d'or est devenue en une douzaine d'années le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton.
COP15, on reparle de la 15e conférence mondiale sur la protection de la biodiversité. Les peuples indigènes des forêts de l'Amazonie ont tenu à faire entendre leur voix à Montréal, d'autant plus que leur territoire représente jusqu'à 80% de la biodiversité mondiale. La COP sur la protection de la biodiversité se poursuit à Montréal. Des dirigeants des communautés indigènes d'Amérique latine se sont félicités de la récente loi européenne visant à garantir aux consommateurs que les produits achetés ne contribuent pas à la déforestation. Une loi qui demeure toutefois très insuffisante pour protéger les espèces dans leur ensemble, explique ce représentant des peuples autochtones du Brésil. Au moins 3/4 des biomes, les communautés animales et végétales de la région du Cerrado sont exclus de l'obligation de garantir la traçabilité des produits. Les dirigeants des peuples autochtones demandent que leur voix soit entendue alors que leur territoire abrite 80% de la biodiversité restante de la Terre, selon les experts climatiques de l'ONU. Aujourd'hui, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, un tiers des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent. Mondial 2022 en Espagne, les sanctions ont commencé à tomber 48 heures après l'élimination en 8e de finale du mondial face à l'Espagne. Première victime à faire les frais de la défaite, le coach Luis Enrique, débarqué 3 ans après sa prise de fonction. Un successeur lui a d'ailleurs été trouvé. Le sélectionneur de l'équipe de football espagnol, Luis Enrique, a été limogé 2 jours après l'élimination de son équipe en 8e de finale du mondial 2022. Nommé à la tête de la Roja en juillet 2018, il était parvenu à hisser l'Espagne en demi-finale de l'Euro en 2021 et en finale de la Ligue des Nations la même année. S'il y a un responsable, c'est moi, a assumé le sélectionneur après l'élimination de son équipe mardi soir. Luis Enrique a été critiqué pour son style de jeu basé sur la possession de balles inspiré du FC Barcelone, une tactique qui n'a pas porté ses fruits lors du mondial. Les Espagnols ont par exemple cumulé 967 passes réussies contre le Maroc, mais un seul tir cadré en 120 minutes de jeu. La fédération a annoncé le nom de son successeur, Luis de la Fuente, jusqu'à présent entraîneur de l'équipe espagnole des moins de 21 ans. Enfin, cette note de gaieté avec la distinction hier jeudi de Mesmer Yao, journaliste dans notre rédaction qui a reçu un certificat de reconnaissance lors de la nuit du mérite des journalistes sportifs qui se déroulait en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. Et toutes nos félicitations pour ce succès qui confirme l'abnégation au travail du confrère. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour la grande édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.